La Lune, l'astre de nos nuits, le satellite naturel de notre Terre. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont demandé à quelle distance elle se trouvait de nous. Il y a 270 ans, deux astronomes et mathématiciens français, Jérôme Lalande et Nicolas-Louis Delacaille, ont effectué une série de mesures et ont calculé cette distance en utilisant la trigonométrie. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, un siècle où les philosophes européens remettent en cause le pouvoir absolu de la monarchie et de l'Église. Après la fin du règne du roi Soleil Louis XIV en 1715, des philosophes français comme Voltaire, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, qui est mathématicien, indignés des persécutions religieuses des temps passés et de leur temps, indignés du procès fait par l'Église contre Galilée au siècle précédent, mais inspiré par la glorieuse révolution d'Angleterre en 1688, qui a vu l'instauration d'une monarchie parlementaire et la fin de la persécution des protestants, et inspiré surtout par les considérables avancées scientifiques de la fin du XVIIe siècle, notamment dues au mathématicien anglais Isaac Newton et au mathématicien allemand Gottfried Leibniz, promeuvent des idées de tolérance religieuse, de liberté d'expression, de vulgarisation des sciences contre l'obscurantisme et la superstition. Le monde doit s'expliquer par la raison, non par la foi, les dogmes et les croyances. Les lumières de la connaissance doivent éclairer et triompher de l'obscurité de l'ignorance. Ces philosophes subissent souvent la censure, mais leurs idées nouvelles voyagent à travers toute l'Europe. Des débats ont lieu dans les cafés, dans les salons, où les femmes y jouent un rôle actif, comme la mathématicienne Émilie du Châtelet, protectrice et maîtresse de Voltaire, ou dans les loges maçonniques. Des livres et des journaux circulent, et sont parfois imprimés à l'étranger pour échapper à la censure. Cette époque marque le début d'une collaboration scientifique internationale sans précédent. Des monarques éclairés ou pas financent des expéditions ou explorations purement scientifiques dans le monde entier, dans le but d'accroître leur prestige. De fait, les académies des sciences jouissent d'une certaine indépendance. En France, en 1718, Jacques Cassini, astronome et directeur de l'Observatoire de Paris, entreprend de mesurer la méridienne de France en utilisant la triangulation. La triangulation est un procédé utilisé depuis le Moyen-Âge dans le monde arabo-musulman, notamment par le mathématicien persan Al-Biruni, et depuis la Renaissance en Europe occidentale, procédé qui est basé sur le principe suivant. Il est beaucoup plus facile de mesurer des angles que des longues distances. Si dans un triangle on connaît la longueur d'un seul côté et qu'on connaît deux angles, il est assez facile de trouver des longueurs des deux autres côtés grâce à la trigonométrie. Prenons l'exemple suivant. La seule longueur facile à mesurer est celle entre les deux instruments de visée. On mesure 382 toises, la toise étant une unité de longueur courante avant l'invention du mètre. Les instruments de visée nous permettent de mesurer les angles vers le bateau et on obtient l'angle BAC mesure 47 degrés et l'angle ABC mesure 72 degrés. Traçons la hauteur CH relative au côté AB. Le triangle HBC est rectangle en H, donc sinus de HBC égale CH sur CB, c'est-à-dire sinus de 72 degrés égale CH sur A, d'où CH égale A fois sinus 72 degrés. Le triangle HAC est rectangle en H, donc le sinus de l'angle HAC est égal à CH sur CA, c'est-à-dire que le sinus de 47 degrés est égal à CH sur la longueur petit b, d'où CH égale petit b fois sinus 47 degrés. On a donc petit a fois sinus 72 degrés égale petit b fois sinus 47 degrés, d'où sinus 47 degrés sur petit a égale sinus 72 degrés sur petit b. On a déjà là une relation entre deux angles et les côtés opposés à ces angles dans le triangle ABC. On peut aussi trouver facilement le troisième angle, car on sait que la somme des angles fait 180 degrés. Donc l'angle ACB est égal à 180 degrés moins, parenthèse, 72 degrés plus 47 degrés, ferme la parenthèse, est égal à 180 degrés moins 119 degrés égale 61 degrés.
Traçons cette fois-ci la hauteur BJ relative au côté AC. Le triangle JAB est rectangle en J, donc sinus de l'angle JAB est égal à JB sur AB, c'est-à-dire le sinus de 47 degrés est égal à JB sur 382 toises, d'où on trouve facilement le côté JB qui fait 382 toises multiplié par sinus de 47 degrés. Le triangle JBC est rectangle en J, donc le sinus de JBC est égal à JB sur CB, c'est-à-dire sinus de 61 degrés égale JB sur petit a, d'où JB égale petit a fois sinus 61 degrés. On a donc 382 toises fois sinus 47 degrés est égal à petit a fois sinus 61 degrés, d'où petit a égale 382 toises multiplié par sinus 47 degrés sur sinus 61 degrés. Ça fait environ 319,43 toises. On a donc sinus 47 degrés sur 379,43 toises, qui fait environ sinus de 72 degrés sur B, d'où petit b mesure environ 319,43 toises multiplié par sinus 72 degrés sur sinus 47 degrés, et ça fait environ 415,38 toises. À partir du moment où on a trouvé les trois côtés d'un triangle, il suffit de viser un autre point de repère, par exemple le moulin sur la gauche, de mesurer les nouveaux angles pour déterminer deux autres distances. De proche en proche, on peut se construire un réseau de triangles qui permet de couvrir une très longue distance. C'est précisément ce qu'a fait Cassini, comme son prédécesseur l'abbé Picard en 1669, pour mesurer la longueur d'un degré de méridien en France, profitant de l'amélioration technique des instruments de visée qui comportaient tous, désormais, une lunette grossissante. Avec ces mesures et ces calculs, Cassini trouve qu'en moyenne, 1 degré de méridien entre Paris et Collioure, vers le sud donc, mesure 57 097 toises, alors qu'en moyenne, 1 degré de méridien entre Paris et Dunkerque, vers le nord, mesure 56 960 toises. Ces résultats sont très étonnants, et ne manquent pas de susciter la polémique chez les astronomes, mathématiciens, géodésiens et physiciens. En effet, avec la théorie de la gravitation de Newton, il est admis que la Terre, comme la plupart des autres planètes, n'est pas sphérique, mais légèrement ovale, aplatie au pôle. Cet aplatissement est d'ailleurs assez facilement visible au télescope sur Jupiter et Saturne. Les résultats de Jacques Cassini montrent au contraire une Terre ovale mais aplatie à l'équateur, ce qui expliquerait un degré de méridien plus long vers l'équateur que vers le pôle. Très vite, d'autres scientifiques pointent les erreurs de précision et incertitudes sur les mesures effectuées. Le raisonnement mathématique, lui, est totalement valide. Les déterminations des latitudes à l'aide de visées d'étoiles dans le ciel souffrent d'une imprécision allant jusqu'à 29 secondes d'arc. Les étalons de la toise du Châtelet sont des perches en bois, sensibles à la température et à l'humidité. Du fait de la marge d'erreur, on ne peut pas conclure quoi que ce soit sur une différence de moins de 150 toises sur un degré de méridien avec des latitudes aussi proches, un tout petit peu au nord, un tout petit peu au sud de Paris. C'est pourquoi il est décidé, après plus de 15 ans de polémique sur la forme de la Terre, de mesurer le degré de méridien très au nord près des pôles et sur l'équateur pour que la différence soit significative et permette de trancher définitivement. En 1736, une expédition française, financée par le roi Louis XV sous l'impulsion du ministre le comte de Maurepas, est envoyée en Équateur et au Pérou. Elle est composée entre autres de Louis Gaudin, astronome, Pierre Bouguer, mathématicien et physicien, Charles de la Condamine, chimiste et géographe, en collaboration avec les autorités espagnoles du roi Philippe V. Après bien des péripéties, les triangulations sont faites jusqu'en 1744. Cette expédition trouve qu'un degré de méridien mesure 56 749 toises au niveau de l'équateur. Parallèlement, en 1736 et 1737, une autre expédition est envoyée en Laponie. Elle est composée entre autres de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, mathématicien et astronome, de Pierre-Charles Lemonnier, astronome, d'Alexis Clairaut, mathématicien, et d'Anders Celsius, physicien suédois qui en devra 7 ans plus tard l'invention de l'unité de température qui porte son nom. Très rapidement, la triangulation permettra de trouver qu'un degré de méridien mesure 57 738 toises à la latitude du cercle polaire. La preuve était désormais faite que la Terre est ovoïde aplatie au pôle. La théorie de Newton est désormais prouvée.
En 1739, il est décidé de mesurer une nouvelle méridienne de France par triangulation, histoire de corriger les erreurs de Jacques Cassini. Cette nouvelle expédition est dirigée par César-François Cassini de Thury, astronome cartographe et fils de Jacques Cassini, et elle est secondée par l'abbé Nicolas-Louis de Lacaille. Il trouve alors qu'un degré de méridien mesure 57 183 toises à la latitude de Paris, avec une précision remarquable et en cohérence avec les résultats des deux expéditions des années précédentes. Penchons-nous un peu sur la vie de Nicolas-Louis de Lacaille. Il est né en 1713 à Rumilly, dans les Ardennes, où son père le destine à des études de théologie. Il étudie les humanités, littérature, latin, rhétorique, à partir de 1729 au collège de Lisieux, puis à partir de 1731 la théologie au collège de Navarre, qui deviendra l'école polytechnique. C'est là qu'il étudie pour la première fois les mathématiques et l'astronomie, qui deviennent très vite ses passions. Il sort de ce collège en ayant le titre d'abbé, mais sans jamais exercer par la suite dans une église. Ses aptitudes exceptionnelles en mathématiques sont remarquées et en 1736, Jacques Cassini l'intègre à l'Observatoire de Paris dont il est le directeur. Comme nous l'avons vu, 3 ans plus tard, c'est en compagnie de son fils, César-François, que Lacaille mesure la méridienne de Paris par triangulation. La même année, il devient professeur de mathématiques au collège Mazarin, dit aussi collège des 4 Nations, où il fonde quelques années plus tard son propre observatoire astronomique. En 1741, à peine 28 ans, il entre à l'Académie royale des sciences. Il publie dans les années qui suivent de nombreux ouvrages de mathématiques, d'astronomie, d'optique et de mécanique physique. Il donne la première valeur précise de l'année, 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 46,5 secondes. L'erreur n'est que de 8 dixièmes de seconde. En 1750, il propose au ministre de la Marine, puis au roi, puis à l'Académie des sciences, une expédition scientifique en Afrique du Sud. Il a dans l'idée de constituer un catalogue le plus complet possible des étoiles du ciel de l'hémisphère sud, mais aussi de profiter du passage de Mars au plus près de la Terre en septembre 1751 et de Vénus en octobre 1751 pour en mesurer les parallaxes, pour tenter de calculer la distance de la Terre au Soleil, ainsi que de mesurer la parallaxe lunaire pour déterminer la distance Terre-Lune. Mais pour ces 2 dernières missions, il a besoin de l'aide d'astronomes restés en Europe pour que les observations se fassent dans des lieux suffisamment distants. Il écrit une lettre envoyée aux académies européennes intitulée « Avis aux astronomes », dans lequel il expose ses idées. Cette lettre est accueillie très favorablement par l'astronome Pierre-Charles Lemonnier, dont nous avons déjà parlé auparavant, qui décide d'envoyer son jeune élève Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande à l'Observatoire de l'Académie de Berlin. Très jeune en effet, puisque Lalande est né en 1732 à Bourg-en-Bresse. Il se rend à Paris pour y étudier le droit et s'y passionne pour l'astronomie et les mathématiques au contact de Joseph-Nicolas de Lille, puis de Lemonnier. Ses études terminées, il rentre à Bourg-en-Bresse et devient avocat lorsqu'il est appelé à l'âge de 19 ans par Lemonnier pour participer à la mission de mesure de la distance Terre-Lune. Lalande est envoyé à Berlin, en Prusse, en 1751, où il fréquente Voltaire, Maupertuis et le mathématicien suisse Leonhard Euler. Et Lacaille se rend au cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud néerlandaise. Lacaille construit le premier observatoire de la ville du Cap, sur la montagne appelée la Table. Ces 2 villes, Berlin et le Cap, sont choisies car elles sont presque sur le même méridien. Il y a une différence d'environ 5 degrés de longitude entre les deux, de sorte que la Lune, qui fait le tour de la Terre en 29 jours, 12 heures et 44 minutes, avant de retrouver la même position dans le ciel, n'a pas eu le temps de se déplacer de façon visible par rapport aux étoiles lorsqu'elle passe au méridien du Cap, puis de Berlin, à peine 20 minutes plus tard. L'idée de la parallaxe est très voisine de celle de la triangulation. Chaque fois que la météo le permet, Lalande à Berlin et Lacaille au Cap ont mesuré pendant 3 ans, à l'aide d'un instrument appelé quart de cercle, l'angle formé par la Lune au méridien, c'est-à-dire lorsqu'elle est au plus haut dans le ciel, avec le zénith, c'est-à-dire le point le plus haut du ciel, situé exactement à sa verticale. La latitude de Berlin est de 52 degrés 31 minutes 0 secondes nord, soit environ 52,52 degrés nord. Et le Cap se situe à la latitude de 33 degrés 55 minutes 31 secondes sud, soit environ
33,93 degrés. On a donc l'angle BTE qui mesure 52,52 degrés et l'angle ETC qui mesure 33,93 degrés. Donc, l'angle BTC est égal à la somme de ces deux angles, c'est-à-dire 86,45 degrés. Parmi les mesures effectuées pendant 3 ans, prenons celle effectuée à un jour particulier, le même évidemment, par Lalande et Lacaille. L'angle de la Lune avec le zénith mesuré ce jour-là à Berlin est de 53,52 degrés, et l'angle de la Lune avec le zénith mesuré ce jour-là au Cap est de 34,23 degrés. Donc, l'angle TBL est égal à 180 degrés moins 53,52 degrés, ce qui fait 126,48 degrés, et l'angle TCL est égal à 180 degrés moins 34,23 degrés, ce qui nous fait 145,77 degrés. BTCL est un quadrilatère, donc la somme des 4 angles est de 360 degrés, car un quadrilatère se découpe facilement en 2 triangles en traçant une diagonale, dans lequel la somme des angles vaut 180 degrés. D'où l'angle CLB est égal à 360 degrés moins la somme de 86,45 degrés, de 145,77 degrés et de 126,48 degrés, ce qui nous fait 1,3 degré. La Terre est supposée parfaitement sphérique, de rayon 3 271 850 toises. Le triangle BTC est isocèle en T, donc si on prend le milieu M de BC, on a l'angle BTM qui vaut 86,45 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 43,225 degrés. Le triangle BTM est rectangle en M, donc sinus de BTM est égal au quotient de BM par BT, c'est-à-dire sinus de 49,225 degrés est égal à BM divisé par 3 271 850 toises. D'où, par produit en croix, BM est égal à 3 271 850 toises multiplié par sinus de 49,225 degrés, ce qui donne à peu près 2 240 775,921 toises. BC est le double de BM, ça vaut donc 4 481 551,842 toises. Le triangle BTC est isocèle en T, donc l'angle TBC est égal à l'angle BCT, c'est-à-dire il suffit de faire 180 degrés moins 86,45 degrés et de diviser tout ça par 2. On trouve 46,775 degrés. Les angles du centre de la Terre aux deux zéniths de sommet B et de sommet C sont plats. Donc, l'angle CBL est égal à l'angle TBL moins 46,775 degrés, ce qui fait 126,48 degrés moins 46,775 degrés, c'est-à-dire 79,705 degrés. Et l'angle BCL est égal à l'angle TCL moins 46,775 degrés, c'est égal donc à 145,77 degrés moins 46,775 degrés, et c'est égal à 98,995 degrés. On est donc ramené à un cas semblable à la triangulation. On connaît un côté et 2 angles du triangle BCL. Traçons la hauteur relative au côté BC et appelons H le pied de cette hauteur. Elle est extérieure au triangle du fait que BCL est un angle obtus. BCH est un angle plat, donc HCL est égal à 180 degrés moins 98,995 degrés, ce qui fait 81,005 degrés. Le triangle HBL est rectangle en H, donc sinus de HBL est égal au quotient de HL par BL, c'est-à-dire sinus de 79,705 degrés est égal à HL divisé par petit c, d'où, par produit en croix, HL est égal à petit c multiplié par sinus de 79,705 degrés. Le triangle HCL est rectangle en H, donc sinus de HCL est égal au quotient de HL par CL, c'est-à-dire sinus de 81,005 degrés est égal à HL divisé par petit b, d'où HL est égal à petit b multiplié par sinus de 81,005 degrés. Petit c multiplié par sinus de 79,705 degrés est égal à petit b multiplié par sinus de 81,005 degrés, d'où
sinus de 79,705 degrés divisé par petit b est égal à sinus de 81,005 degrés divisé par petit c. Traçons la hauteur relative au côté BL et appelons I le pied de cette hauteur. Le triangle BCI est rectangle en I, donc sinus de CBI est égal au quotient de IC par BC. C'est-à-dire sinus de 79,705 degrés est égal à IC divisé par 4 481 551,842 toises. D'où IC égale 4 481 551,842 toises multiplié par sinus de 79,705 degrés. Et ça nous fait environ 4 409 401,715 toises. Le triangle CLI est rectangle en I, donc le sinus de CLI est égal au quotient de IC par CL, c'est-à-dire sinus de 1,3 degré est égal à 4 409 401,715 toises divisé par petit b. D'où petit b égale 4 409 401,715 toises divisé par sinus de 1,3 degré. Ça nous fait environ 194 355 220,9 toises. On a donc sinus de 79,705 degrés divisé par 194 355 220,9 toises qui est égal à sinus de 81,005 degrés divisé par petit c. D'où par produit en croix, petit c est égal à 194 355 220,9 toises multiplié par sinus de 81,005 degrés divisé par sinus de 79,705 degrés. Et ça nous fait environ 195 106 122,3 toises. Voici les distances à la Lune pour cette journée-là. Mais la Lune ne décrit pas un cercle autour de la Terre. Elle décrit une ellipse, ce qu'on sait depuis Johannes Kepler au XVIe siècle. Sa distance à la Terre varie donc entre un minimum, où l'on dit que la Lune est au périgée, qui est un mot qui vient du grec perigeios, qui veut dire près ou autour de la Terre, de péri, autour, et de gé, la Terre, et un maximum où l'on dit que la Lune est à l'apogée, du grec apogeios, loin de la Terre, qui vient du mot apo, qui veut dire loin, et gé, la Terre. En effectuant les moyennes de leurs mesures sur 3 ans, et en considérant bien que l'orbite de la Lune est une ellipse, mais aussi en apportant des corrections du fait que la Terre ne soit pas tout à fait sphérique, Lalande et Lacaille ont trouvé que la distance moyenne entre la Terre et la Lune était de 85 464 lieues communes, sachant qu'une lieue vaut 2283 toises du Châtelet. Effectuons donc les conversions. 85 464 lieues est égal à 85 464 multiplié par 2283 toises, et ça nous donne 195 114 312 toises. Or, une toise, ça fait 1,949036310 mètres. On a donc 195 114 312 toises, qui est égal à 195 114 312, multiplié par 1,949036310 mètres, ce qui nous fait environ 380 284 878,7 mètres, c'est-à-dire 380 284,8787 km. Les premiers résultats partiels sont publiés dès la fin de l'année 1751, les résultats définitifs en 1753. Cette année-là, à l'âge d'à peine 21 ans, Jérôme Lalande est admis à être titulaire de l'Académie des sciences de Berlin, puis, la même année, obtient un poste d'assistant astronome à l'Académie des sciences de Paris. Pendant ce temps, Nicolas-Louis de Lacaille continue ses observations et établit un catalogue de 10 035 étoiles de l'hémisphère sud avec leur position précise. C'est lui qui donne le nom de 14 des 88 constellations de cet hémisphère, nom toujours en vigueur de nos jours. Bien qu'ayant le titre d'abbé, il est avant tout un homme de science et des lumières. Alors que traditionnellement, les noms des constellations sont liés à la mythologie et aux croyances religieuses, Lacaille fait preuve de rationalisme en nommant les nouvelles constellations. La machine pneumatique, le burin, le compas, le fourreau, l'horloge, la table, le microscope, la règle, l'octant, le peintre, la boussole, le réticule, le sculpteur et le télescope.
Il a procédé à une triangulation pour mesurer le degré d'un méridien à la latitude du Cap. Il trouve 57 037 toises. Il a aussi observé des oiseaux et a ramené en France des exemplaires empaillés d'espèces jusque-là inconnues chez nous. Avant de rentrer en France, il effectue un séjour à l'île de France, devenue l'île Maurice, et à l'île Bourbon, devenue l'île de la Réunion, où il effectue des relevés géographiques et des observations naturalistes. Il rentre en France en 1754 et reprend aussitôt, au Collège Mazarin, ses cours de mathématiques et ses observations astronomiques de l'hémisphère nord. Il publie une méthode graphique de détermination de la longitude en mer à partir des distances à la Lune, méthode qu'il a expérimentée lors de son expédition. S'il a toujours été facile de déterminer la latitude d'un lieu en visant les étoiles, la longitude est difficile à déterminer avec précision. Avant la caille, elle se faisait à l'aide d'horloges ou de chronomètres, peu précis en fait à cette époque. Il élabore une méthode sûre et rapide de calcul des orbites des comètes, et c'est lui qui donne le nom de comète de Halley à celle qui est revenue dans le ciel en 1759, comme l'avait prédit l'astronome Edmund Halley en 1682. La caille est membre de l'Académie des sciences de Paris, de Londres, de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Stockholm, de Bologne et de Göttingen. Il meurt en 1762, à l'âge de 48 ans seulement, d'un coup de froid, car jusqu'au bout il a passé la plupart de ses nuits à observer ou mesurer les astres en plein air. Lalande, lui, rentré de Berlin, en bon philosophe des Lumières, il fonde une société littéraire et savante dans sa ville natale, Bourg-en-Bresse, en 1755. D'assistant astronome, il devient membre associé de l'Académie des sciences de Paris en 1758. En 1759, il complète et publie les tables d'Edmund Halley sur sa comète, tout en la préfaçant par l'histoire des apparitions de cette comète. À partir de la même année, à la demande de l'Académie des sciences, il publie les éphémérides astronomiques dans la revue Connaissance des temps, chaque année jusqu'en 1772, puis le fera à nouveau de 1794 à 1807. À partir de 1761, et pour 46 ans, il devient professeur d'astronomie au Collège de France. D'un caractère difficile, il se dispute avec son ancien maître, Pierre-Charles Lemonnier. D'un autre côté, c'est un homme passionné qui communique facilement son enthousiasme, et une ribambelle de ses jeunes élèves deviendront des astronomes célèbres, comme Delambre, Piazzi et Méchain. En homme des Lumières, il est aussi un vulgarisateur scientifique qui écrit des articles dans de nombreuses gazettes, aussi bien en France qu'en Angleterre. Il publie de nombreux livres de référence sur l'astronomie et les mathématiques, mais aussi sur l'histoire et la littérature de voyage, dans lequel il n'hésite pas, parfois, à faire part de ses opinions personnelles. C'est un athée convaincu, qui ne s'en cache pas. Il déclare « On me dit souvent, mais vous qui contemplez le soleil, la lune et les étoiles, comment n'y voyez-vous pas l'être suprême ?» Je réponds « Je vois qu'il y a un soleil, une lune et des étoiles, et que vous êtes une bête. » Il déclare aussi « J'ai vécu avec les plus célèbres athées, Buffon, Diderot, d'Holbach, d'Alembert, Condorcet, Helvétius. Ils étaient persuadés qu'il faut être un imbécile pour croire en Dieu. » Il rédige plus de 250 articles pour l'Encyclopédie, portant sur l'astronomie, mais aussi sur les mesures, sur la franc-maçonnerie à laquelle il a adhéré dès 1768 au sein du Grand Orient de France et dans lequel il crée une loge des sciences et une loge des 9 sœurs, et même sur l'artisanat, articles sur des fabricants de papier ou sur les tanneurs. En 1771, en compilant les observations des transits de Vénus en 1761 et 1769, il en déduit que la distance Terre-Soleil est l'équivalente de 153 millions de kilomètres à 1 million de kilomètres près. De nos jours, on sait que cette distance est de 149 597 870 km. En 1778, il écrit un ouvrage sur les canaux navigables de France, et en particulier sur le canal du Midi. Profondément humaniste, Lalande est un féministe convaincu. À cette époque où les femmes n'avaient quasiment aucune possibilité de s'instruire, elles étaient interdites d'université, sauf si leur père ou leur mari étaient suffisamment libéraux et inspirés des Lumières pour leur donner une éducation égalitaire à la maison. Il publie en 1785 un livre de vulgarisation intitulé « Astronomie des dames », dans lequel il liste les femmes astronomes ou mathématiciennes depuis l'Antiquité, jusqu'à Émilie du Châtelet, ou sa nièce par alliance, Marie-Jeanne de Lalande. Il déclare « Je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation. On en voit assez qui se distinguent, malgré les obstacles de l'éducation et du préjugé, pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui acquièrent de la célébrité dans les sciences. »
À la Révolution française en 1789, celui qui se fait désormais appeler Jérôme Lalande et non plus Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande est plutôt partisan d'une monarchie parlementaire à l'anglaise. Très apprécié des révolutionnaires, il devient peu à peu républicain. En 1792, au début de la période de terreur, lui qui est athée abrite et protège des prêtres réfractaires menacés de mort par le pouvoir en place. En 1795, il crée avec l'abbé Grégoire le Bureau des Longitudes. La même année, il est nommé directeur de l'Observatoire de Paris, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il continue à publier des livres et des articles qui popularisent l'astronomie. En 1802, il crée un prix à son nom, destiné à récompenser les astronomes les plus talentueux, prix qui fut distribué jusqu'en 1970, avant de prendre le nom de prix Lalande-Valls jusqu'en 1996 et incorporé depuis dans la grande médaille de l'Académie des sciences. Sous le règne de l'empereur Napoléon, alors que la France est peu à peu rechristianisée par les autorités, Lalande n'hésite pas à affirmer une fois de plus son athéisme en déclarant en 1805 « On ne sait rien, on croit aux miracles, aux sorciers, aux revenants, on a peur du tonnerre, des araignées, des souris et à plus forte raison, on croit en Dieu. » Napoléon l'interdit de plume. Lalande meurt en 1807 à l'âge de 75 ans. Un homme des Lumières s'éteint. Et derrière nous s'éclairait la lande. En son hommage, une statue à son effigie trône dans la cour du musée du Louvre, parmi les 86 hommes illustres. Son nom est gravé sur la tour Eiffel. Une étoile de faible magnitude dans la Grande Ourse s'appelle Lalande 21185. Un cratère porte son nom sur la Lune. La Caille aussi possède son cratère sur la Lune. Il existe aussi 2 étoiles naines rouges portant le nom de la Caille 8760 et la Caille 9352, toutes deux dans l'hémisphère sud. Un astéroïde découvert en 1960 porte son nom. La méthode de parallaxe utilisée par Lalande et la Caille pour mesurer ou calculer la distance Terre-Lune a été employée pendant plus de 200 ans, avec des améliorations techniques évidemment, donnant des distances de plus en plus précises. Néanmoins, il a fallu attendre 1969 avec la mission Apollo 11, qui a été un succès entre autres grâce au calcul de la mathématicienne Katherine Johnson, pour que l'homme pose le pied sur la Lune et qu'une nouvelle méthode permette de calculer la distance qui nous sépare de l'astre de Némus. Les missions Apollo entre 1969 et 1972 ont déposé des rétroréflecteurs destinés à renvoyer sur notre planète les rayons laser émis par des observatoires, dont l'Observatoire de la Côte d'Azur en France. On a pu mesurer la distance Terre-Lune au millimètre près, et on a pu se rendre compte que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. De nos jours, on sait donc que la distance moyenne Terre-Lune est de 384 402 km. Lalande et la Caille avaient trouvé une distance correspondant à 380 284,8 787 km. Nous pouvons donc calculer le taux d'erreur. La différence n'est que de 4117,1213 km, ce qui fait un taux d'erreur d'environ 1%. Élèves de 3e ou simple curieux, rappelez-vous bien que la trigonométrie, qui peut-être vous fait mal au sinus ou vous donne envie de prendre la tangente, vous permet d'utiliser votre téléphone portable par triangulation et, si vous levez les yeux au ciel, vous permet aussi de voyager, comme Lalande et la Caille, de la Terre à la Lune.